Alors, on est très content de vous recevoir pour ce moment tous ensemble, malgré des conditions climatiques un peu complexes. En même temps, c'est mieux que l'extrême canicule. Alors, on se retrouve donc pour 1h30 pour discuter ensemble des violences contestataires et de la violence d'État. Alors pour ça, donc je me présente d'abord moi-même, donc Marlène Banquet, je m'occupe de la sociologie au sein de l'Institut La Boétie et je suis moi-même sociologue. Je ne suis pas spécialiste ni des violences contestataires ni des violences d'État, mais ça me paraissait très important qu'on ait un débat ensemble à ce sujet. Et pour ce faire, nous avons invité Isabelle Sommier, qui est professeure de sociologie politique à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui est chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et qui, entre autres travaux, a écrit un ouvrage sur les violences politiques en France à partir de l'étude de 6000 épisodes de violences politiques. Et elle a aussi donné un entretien dans Le Monde en 2021, d'où est tiré le titre même de cette table ronde, puisque le titre de cet entretien était « Il faut toujours penser ensemble la violence contestataire et la violence d'État ». Et puis, nous allons aussi écouter Hugo Bernalici et Antoine Léaumont, que je présente si jamais certains ne les connaissent pas. Et alors, Isabelle et moi, on n'est pas applaudis. Alors voilà. Ah, vraiment bravo, hein. Merci. Et donc, député insoumis, membre de la commission des lois, commission qui s'occupe notamment des questions de police et de justice. Alors, un mot d'introduction. En fait, mon mot d'introduction, c'est surtout 5 questions que je voulais poser pour organiser un peu cette discussion et puis que je voudrais adresser à nos 3 conférenciers du jour. Alors, ma première question, c'est d'abord, est-ce que oui ou non, il y a une augmentation des faits de violence policière ? Alors, c'est évidemment une impression qu'on a tous. Durant le mouvement social contre la réforme des retraites, on a assisté à des gazages très fréquents, des violences physiques contre des personnes désarmées, des cas de non-assistance à personnes en danger, des nassages systématiques, des recours aux brigades de répression, des actions violentes motocyclistes, la fameuse Brave M, dont Olivier Filleul, d'ailleurs, un politiste qui travaille sur ces questions, dit joliment qu'elles sont au maintien de l'ordre ce que la musique militaire est à la musique. Donc, on a assisté à tous ces faits de violence policière. On a assisté aussi à des multiplications de ce que certains appellent des bavures, mais c'est évidemment une qualification qui est un peu qui est discutable. Donc, on pense à Naël, 17 ans, qui a été tué, Mehdi, qui a perdu l'usage de son œil droit, Nathaniel, 19 ans, qui a été éborgné à Montreuil, Emen, 25 ans, qui est dans le coma, Virgile, 24 ans, éborgné, Abdelkarim, 22 ans, qui lui aussi a perdu l'usage de son œil, Mohamed, son cousin Germain, qui a lui succombé à ses blessures. Évidemment, la liste est longue. Malheureusement, elle n'est pas exhaustive. Et face à cette situation qui donne évidemment l'impression d'un accroissement des violences policières, côté policier, eh bien, les réactions sont pour le moins faibles, puisque donc Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, a dit qu'il regrettait qu'un policier soit placé en détention provisoire, même quand il est soupçonné d'avoir roué de coups, en l'occurrence un jeune homme. Et il a dit explicitement, du coup, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs. Et ce qui est assez étrange dans cette déclaration, c'est qu'il a été soutenu par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Et donc, on a assisté à une chose un peu bizarre, qui est l'association des 2 plus hauts responsables de la police, qui mettaient en cause publiquement une décision de justice et plus largement les principes généraux du droit inscrits dans la Constitution. Donc ça, c'est un peu les réactions qu'on a côté policier. Côté gouvernement, je n'ai pas besoin de vous dire que là aussi, les réactions gouvernementales ont été faibles. Emmanuel Macron, le 24 juillet, préférait insister sur les 900 blessés du côté des forces de l'ordre plutôt que de parler des blessés et des morts du côté des contestataires au sens large de contestation. Du côté enfin des observateurs, donc ces violences ont été fréquemment dénoncées par le défenseur des droits en France, dénoncées par l'Agence européenne des droits de l'homme. Et puis il y a aussi un rapport de l'Observatoire parisien des libertés publiques que vous avez peut-être vu passer, qui critiquait en avril 2023 les Bravem en considérant qu'elles avaient développé un style qui puise dans les répertoires de la chasse, du film d'action, du virilisme et de l'intimidation. Donc ma première question que je voudrais vous adresser, c'est est-ce que, oui ou non, il y a un accroissement des violences policières ?
J'ai en tête des déclarations, par exemple, de Sébastien Rocher, qui dit, lui, de son côté, que la police serait plutôt moins violente aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1900, mais que le vrai problème, ce serait le recours à des armes de type grenade ou de type LFD qui, elles, causent des mutilations. Donc, est-ce qu'il y a un accroissement ou non des violences? C'est ma première question. Ma seconde question, il y en a 5, mais les autres sont plus courtes. Ma seconde question, c'est est-ce qu'il y a une évolution historique de ces violences? C'est-à-dire, depuis quand ces violences se sont-elles modifiées? La chronologie qu'on peut avoir en tête, ou en tout cas que moi j'ai en tête, est que on a eu l'impression d'un durcissement à peu près au moment des réformes contre la loi, des mobilisations, pardon, contre la réforme de la loi travail portée par la ministre d'alors, Myriam El Khomri. Et puis ensuite, on a eu la séquence des Gilets jaunes, et puis ensuite le mouvement social contre la réforme des retraites. Donc on a l'impression que là, c'est à peu près ça, la chronologie, le tournant, si je puis dire, dans le maintien de l'ordre et dans la violence policière. Et ça me conduit à ma troisième question, qui est, est-ce que, donc je crois que c'est une question peut-être à laquelle Hugo pourra plutôt nous répondre, est-ce qu'il y a du coup une spécificité française en matière de maintien de l'ordre? Pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça en France? En effet, donc, vous savez aussi peut-être, vous avez vu passer dans la presse que la police française se situe dans le haut du classement européen en matière de violence et plus particulièrement de mutilation, c'est-à-dire de violence non mortelle mais mutilante, voilà, de manière durable voire définitive. Et en comparaison d'autres pays, on a évidemment l'impression que la France réagit peu. Donc je donne par exemple un exemple, la police de Catalogne, après avoir fait perdre des yeux à 5 personnes, a décidé de renoncer à l'usage des LBD. En France, à l'inverse, on a plus de 20 personnes qui ont perdu la vue, mais on n'a pas de mesures comparables qui ont été prises. De la même manière, dans cette idée d'une spécificité française du maintien de l'ordre, la France n'a pas participé au programme européen Godiac, qui était un programme européen de mise en commun des bonnes pratiques du maintien de l'ordre. Et on a à l'inverse une doctrine du maintien de l'ordre qui semble favoriser le contact physique et une forme en fait de brutalisation des interventions. Donc là encore, que se passe-t-il? Quelle est la spécificité? On a l'impression là aussi que par exemple en Allemagne, le maintien de l'ordre est beaucoup moins brutal, beaucoup plus fondé sur la négociation et sur la présence policière physique, mais sans intervention, sans contact avec les contestataires. Donc voilà. Là j'ai aussi une question de ce point de vue. Et puis enfin, cette question est aussi liée à celle de la formation des policiers, puisque je rappelle qu'en France, la formation de la police est passée de 2 ans à 8 mois depuis 2015, alors que les Danois et les Suédois bénéficient de 2 ans et demi de formation, et qu'en Allemagne, cette formation va jusqu'à 36 mois. Alors enfin, ma quatrième question, elle porte sur les liens qui existent entre cette violence d'État et ce qu'on peut appeler la violence contestataire, encore une fois au sens large de contestataire. Isabelle Sommier parle par exemple d'une généralisation, tu préciseras les choses, j'espère bien, d'un usage émeutier de la manifestation, et souligne qu'il y a un changement dans les modes d'action, un élargissement des modes d'action, notamment à des formes d'action qui peuvent parfois qui intègrent la possibilité de la répression et qui consistent à résister à cette répression, à l'anticiper et à se préparer dans une certaine mesure à des affrontements qui peuvent être directs. Donc on aura en quelque sorte face à face des mouvements contestataires moins organisés qu'avant, moins chapeautés ou encadrés par des organisations syndicales ou politiques, ayant peut-être intégrant davantage la possibilité de la répression, et puis de l'autre côté, un maintien de l'ordre très particulier qui contribuerait à la montée de la violence dans la rue, tout simplement. Donc là, je te cite encore, Isabelle, tu dis le développement de ce maintien de l'ordre contribue à plus de radicalité chez les manifestants. Est-ce que tu pourrais du coup expliciter les liens que tu fais entre cette violence contestataire et la violence d'État? Et ma dernière question, et ensuite je laisse enfin la parole, elle porte sur les liens de cette police avec le pouvoir exécutif. Je rappelle du coup qu'en France, il y a une spécificité du maintien de l'ordre, c'est la mainmise du pouvoir politique qui est exercée à travers le rôle du préfet. Donc on a une police qui agit sous le contrôle du préfet, donc c'est un lien particulier qui existe en France, encore une fois, entre pouvoir exécutif et police, et ça a souvent été décrit comme un chèque en gris,
donné par l'exécutif à la police, qui est une sorte d'arrangement, c'est-à-dire que ça permet à l'exécutif, en cas de situation très problématique sur le terrain, ça permet à l'exécutif de dire on n'avait pas donné l'ordre direct puisque la police n'est pas directement, ne respecte pas chaque consigne qui lui est donnée, les consignes ne sont pas si précises, et en même temps ça permet à la police de quand même dire qu'elle est sous le contrôle de l'exécutif, et finalement il n'y a pas ce chèque en gris, cette zone grise fait qu'on ne sait pas très bien qui de la police ou de l'exécutif est responsable en cas de situation, de violence incontrôlée et ou illégitime. Et donc, quels sont ces liens du coup entre le pouvoir exécutif et la police? Et est-ce que du coup, ces violences policières, est-ce que c'est un petit peu le signe d'une tentation autoritaire du gouvernement? Ou est-ce que c'est, à l'inverse, le signe d'une forme d'autonomisation de la police? Et on a lu, là encore, dans la presse, des éléments qui allaient dans ce sens-là. Et donc, il pose la question de est-ce que la police est complètement encore sous le contrôle de l'exécutif, sous le contrôle des autres pouvoirs, ou est-ce qu'elle tend à se constituer comme un quatrième pouvoir qui aurait une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif? Et on se souvient de ce point de vue du slogan du syndicat Alliance qui disait « Le vrai problème de la police, c'est la justice » devant l'Assemblée nationale le 19 mai 2021, ce qui évidemment va dans le sens d'une forme d'autonomisation très étrange dans un système démocratique de notre police. Alors voilà plusieurs questions pour un peu cadrer cette discussion. Je vais d'abord donner la parole à Isabelle, puis à Hugo, et puis enfin à Antoine. Merci Marlène. Excusez-moi, j'ai l'habitude de me lever, je ne fais jamais cours assise, parce que d'abord je suis petite et j'aime mieux voir les gens auxquels je m'adresse. Alors merci de l'invitation, merci Marlène pour cette présentation où tu as quasiment tout dit, donc on pourrait aller se sécher d'une certaine manière. Alors mes camarades après moi vont plutôt parler de violence policière, qui n'est pas ma spécialité en tant que chercheuse, hein, j'entends. Donc évidemment je vais en parler parce qu'on ne peut pas, comme ça a été dit, envisager séparément la violence rebelle qui m'intéresse de la violence d'État. Hein. Mais on a deux éminents spécialistes là, donc ils auront plus à dire que moi. Donc je vais rapidement présenter en quelque sorte l'état des lieux des violences politiques, c'est-à-dire motivées par une cause que notre pays connaît depuis une trentaine d'années. Vous m'entendez bien au fond ? Ok. Donc à partir d'une enquête qu'on a réalisée à plusieurs, une enquête quantitative, mais pas que quantitative, sur les faits de violence politique, au sens où je viens rapidement de le définir, pour une cause indépendantiste, pour une cause environnementale, pour une cause politique, de 86 à juin 2020, c'est-à-dire incluant l'épisode des Gilets jaunes. C'est une enquête qui avait été financée par l'Agence nationale de la recherche et qui nous permettait donc d'évaluer sur une période de plus de 30 ans les éventuelles évolutions, ce qui va me permettre de répondre à ta première question. Alors sur l'éventualité donc d'une évolution, d'une spécificité. Alors tu l'évoquais sur les violences policières, mais bon, moi de mon côté, du côté donc des mouvements rebelles ou contestataires. Alors sans donner trop de chiffres, bien entendu, qu'est-ce que l'on remarque sur cette base qui comporte à peu près, qui comporte près de 10 000 faits de violences militantes que nous avons analysées donc selon différentes causes. On remarque une chose, c'est que d'une part, très largement en France, ce sont les violences indépendantistes, 80% d'entre elles étant corse, qui constituent la moitié du corpus des violences, ce qui explique le déclin de la violence sur période longue à partir du moment où le FLNC, à partir de 2014-2015, déclare une trêve. Mais vous savez peut-être que c'est reparti. Ça repart non seulement en Corse, mais ça repart depuis l'année dernière du côté de la Bretagne, suite au Covid et à l'arrivée majeure de résidents venus notamment de Paris, et donc posant des questions d'ordre immobilière. Donc,
là, on a une remontée à partir de l'année dernière et plus encore là depuis cet été. Pour ce qui est des violences que l'on appelait idéologiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, c'est à peu près la moitié du corpus, donc 25%. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? Ensuite, on a les violences confessionnelles et puis les violences dans le cadre des conflits du travail, 10%, et les violences dans le cadre de la cause environnementale et animaliste qui sont plutôt récentes, surtout animalistes, ça apparaît dans notre pays vers les années 2005 à peu près, et qui constituent un tout petit pourcentage de ce corpus. Mais c'est intéressant parce que pour des gens qui, comme moi je travaille sur la mouvance anti-autoritaire qualifiée d'ultra-gauche par les pouvoirs publics, on remarque une porosité croissante entre ces groupes autonomes, Black Bloc, stratégie du Black Bloc, etc., et la question environnementale et la question animaliste. Donc, on le voit de plus en plus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que l'on constate du point de vue de l'analyse de longue durée? Eh bien, contrairement à ce que souvent c'est présenté par les pouvoirs publics, par les médias, etc., on n'est pas du tout dans une société violente. Du côté de la société civile. Je rappelle que je ne parle pas pour le moment, mais je vais y venir, des violences d'État et des violences policières. Pas du tout. Alors tu évoquais par exemple la répression par exemple des mineurs de Carmaux, effectivement au début j'allais dire du siècle, parce que moi je suis du XXe siècle, excusez-moi, donc du siècle dernier, voilà, qui est effectivement sans commune mesure avec celle que l'on connaît, sauf qu'effectivement la police aujourd'hui a des moyens très supérieurs en vertu d'un fait que l'on remarque depuis plusieurs années, et ça y est, je déborde sur les sujets de mes camarades, c'est-à-dire la militarisation du maintien de l'ordre. Et le recours à des armes létales, puisque la police française est la plus armée de toute l'Europe. Voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai débordé sur votre sujet, je suis désolée. Donc, d'une part, des sociétés qui sont beaucoup plus pacifiées. Pour vous donner, là encore, et j'en terminerai sur les chiffres, sur l'ensemble donc, du corpus de 10 000 faits de violence, seuls 13,7% très précisément concernent des violences contre les personnes, qu'il s'agisse des agressions, des assassinats, etc. Encore les assassinats, c'est le siècle dernier pour le coup, donc la fin du XXe siècle, on n'en a plus aujourd'hui, je vais y revenir. Donc, c'est essentiellement des violences contre les biens, en dégradation, destruction, etc. Autre signe de la force, en quelque sorte, du procès de civilisation, eh bien, il y a quand même une retenue jusqu'à une période récente, je vais y revenir, une retenue entre les adversaires politiques, par exemple ultra-droite et antifasciste, par exemple, ou dans les cibles, puisque les cibles, là encore, jusqu'à une période récente, c'est-à-dire le mouvement anti-vax, etc., les violences contre les cibles régaliennes, donc policières, élus, etc., c'est une victime sur 10 de l'ensemble des agressions. Et selon un partage très clair, c'est essentiellement jusqu'au mouvement anti-vax, où là on a le début des violences physiques contre les élus. Les cibles régaliennes, ce sont les forces de l'ordre dans le cadre des affrontements. Donc, par exemple, si on regarde la courbe des violences, eh bien, on ne retrouve pas, y compris dans la période que tu évoquais, 2016-2020, sur laquelle je vais m'attarder maintenant, on ne retrouve pas le niveau de violence contestataire qu'il y avait dans les années 90, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'importance des violences indépendantistes. Alors, toutefois, donc, faut raison garder. Toutefois, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque quand même une évolution, effectivement. Et cette évolution, elle compte à partir de 2016 ou 2015. Ça dépend des forces. Là, je vais m'arrêter un moment sur les violences idéologiques. Le premier constat donc, de notre ouvrage, ça a été donc, de relativiser ce qui apparaissait dans les médias, dans le discours politique, comme un ensauvagement. Non, du côté des forces contestataires, ce n'est pas du tout le cas, pas du tout.
Deuxième enseignement que l'on a mis en évidence dans cette enquête, c'est qu'on parlait que des, bon évidemment, compte tenu du contexte, des violences djihadistes, etc., on ne saurait nier, ça va sans dire, mais on a montré qu'était passé sous le radar, et heureusement maintenant, la question est redevenue une question centrale, la question de l'ultra-droite. Et la question de l'ultra-droite, nous on l'a vu, nous on a travaillé sur des faits de violence avérés. Donc évidemment, on n'a pas travaillé sur les projets d'attentats que l'ultra-droite a fomenté depuis 2015. On a à peu près une dizaine d'attentats d'ultra-droite qui ont été déjoués, et notamment de la part de la mouvance accélérationniste, sur laquelle je pourrais revenir dans le débat si vous voulez, visant notamment les Insoumis ou la personne de Jean-Luc Mélenchon. Nous, on n'a pas travaillé sur ces attentats déjoués, bien entendu. On a travaillé sur les faits de violence. Mais ce qu'on a constaté, eh bien, c'est l'importance des agressions commises, souterrainement d'une certaine manière, parce que ce n'est pas des agressions spectaculaires, et ça se passe souvent dans les campagnes, en vertu de la ruralisation du mouvement skinhead. Donc, nous, on a pu le voir parce qu'on a été recherché dans la presse la plus locale. Et donc, c'est l'importance des agressions commises par l'ultra-droite. Sur l'ensemble des agressions repérées dans le corpus, 70% de ces agressions sont commises par des groupes d'ultra-droite, néo-nazis ou skinhead, et identitaires aussi, mais de façon moindre. Et à 70% d'entre elles, ces agressions d'ultra-droite, eh bien, elles ont un motif haltérophobe. La personne, elle est visée un peu par hasard, et ça, c'est la grande différence avec le siècle dernier où il y a une planification de la violence, etc. Là, maintenant, on a une violence beaucoup plus directe, pas prévisible, en quelque sorte. Mauvaise rencontre au mauvais moment, vous avez une couleur de peau basanée, et hop, c'est le tabassage, etc. Il y a quelques cas d'un groupe néo-nazi alsacien d'attentats qui a causé mort d'ailleurs, contre des retraités marocains, etc. Mais le gros, c'est vraiment au hasard, en quelque sorte, que ont lieu ces agressions de type haltérophobe. Et ça, c'est intéressant parce que le registre d'agression de l'ultra-droite ou de l'extrême droite dans les années 80, c'était beaucoup plus antisémite. Aujourd'hui, la question je ne dis pas qu'elle n'existe plus du côté de l'ultra-droite, mais les agressions, c'est clairement contre les personnes de peau plus foncée. Alors, cette violence d'ultra-droite, elle a connu une double évolution depuis quelques années. 2015, j'ai encore le temps ? Oui. Allez. Bah non, j'en parle pas de l'ultra-droite alors. Non, vas-y, c'est très intéressant. Okay. C'est passionnant. Alors, non, parce que je ne vais pas parler de l'ultra-droite. Bon. Donc 2015, pourquoi ? 2015, c'est la réorganisation des groupes ultra qui décident de se réorganiser et de se préparer militairement. Pourquoi ? Parce qu'ils lisent l'année 2015 comme le signe du lancement d'une troisième guerre d'Algérie, parce que ça, c'est encore pas passé en France, et puis en tout état de cause d'une guerre de civilisation qui va advenir. Pourquoi 2015 ? Parce que c'est la conjonction de la crise des migrants et pour la France des attentats de 2015. Et donc c'est à partir de là qu'ils décident, pour certains, étant persuadés que l'horizon est à la guerre civile, de se préparer, voire pour la mouvance accélérationniste, de partir en premier, c'est-à-dire de lancer en quelque sorte l'accélérationnisme, c'est une mouvance venue de l'ultra-droite, venue des États-Unis, considérant que, comme je vous le disais, de toute façon, pour tous ces groupes, la guerre civile est inéluctable, une guerre de civilisation, eh bien, et c'est les musulmans qui vont provoquer, voilà. Donc celui qui va, en quelque sorte, lancer cette guerre aura un avantage stratégique. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer le cours de l'histoire. Donc soit en fomentant des attentats qu'on va mettre sur le compte des musulmans, donc avec des faux-nés, ce qu'on appelle des faux-nés, des revendications. Les faux-nés, c'est une revendication qui est faussement donnée, d'un fait, à un groupe. Et l'ultra-droite est assez spécialiste de ça. Oui, par exemple,
soit effectivement en préparant des attentats contre des adversaires politiques. Je vous disais tout à l'heure, en 70% de leurs agressions, c'est à motif haltérophobe. Les 30% restants, c'est contre les cibles, c'est contre des adversaires politiques, donc militants de gauche, militants antifascistes, militants antiracistes, etc. Ce qui m'amène à la deuxième tendance de cet ensemble, hein, c'est une montée des agressions contre les adversaires politiques, et notamment dans le cadre d'affrontements et de manifestations. Et ça, il y a une date de naissance, c'est l'arrivée de Zemmour sur la scène politique. À partir de son meeting de novembre, alors là, on a une montée très nette de ces affrontements. Côté gauche, on a également une évolution, mais là, cette fois-ci, c'est à partir de 2016, avec effectivement, mais Marlène en a parlé, puis on va sûrement y revenir, je pourrai en parler dans la discussion, le développement de ce que j'ai appelé effectivement un usage émeutier de la manifestation qui tranche avec un siècle de pacification des cortèges, des défilés de rue. Comment l'expliquer? Évidemment, il n'y a pas une seule explication, il y a plusieurs explications. Je parlerai d'une part d'une désinstitutionnalisation du conflit, c'est-à-dire que la pacification des cortèges sur un siècle, donc sur le XXe siècle, s'est accompagnée d'une meilleure organisation de ces cortèges, d'une reconnaissance des groupes, à la fois les syndicats, etc., par la préfecture, mais également des syndicats vis-à-vis de la contrepartie patronale, c'est-à-dire une reconnaissance de l'autre avec lequel on peut négocier. L'autre n'est plus un ennemi, c'est un adversaire. Donc on peut négocier et arriver à un compromis. Voilà, en gros. Ça, c'est les étapes de l'institutionnalisation du conflit. On est dans une phase de désinstitutionnalisation. Pourquoi ? D'une part, parce qu'on a on a dans notre société, on le sait très bien, historiquement des corps intermédiaires qui sont très fragiles, très très fragiles, en particulier, notamment les syndicats, mais encore plus les partis politiques, il faut le dire. Et ces corps intermédiaires, non seulement historiquement, ils sont fragiles, ça c'est un legs de la Révolution française, mais ils ont été particulièrement méprisés et délégitimés depuis plusieurs années. Donc ça n'a pas contribué évidemment à leur force et donc à leur capacité à organiser et à être reconnus, par exemple, simplement pour organiser un événement, etc., etc. En même moment se développe une mouvance qui est hostile au principe même de la délégation, de la représentation, et qui a repris des couleurs à partir du mouvement altermondialiste, c'est-à-dire 2003, qui est la mouvance autonome, qui refuse le principe même de la délégation et des organisations. Et là encore, toujours dans le même ensemble, autre phénomène, l'arrivée sur la scène de groupes qui ne sont pas habitués à manifester, je pense, et qui, là aussi, en sont méfiants à l'égard des corps intermédiaires, qui ont été les Gilets jaunes. Tout ça fait, effectivement, déstabilise en quelque sorte la morphologie des manifestants. Et il y a également les forces de l'ordre. On ne peut pas comprendre comment une manifestation emprunte un chemin émeutier sans voir le rôle qu'ont les médias, parce que c'est vrai que les médias, en se focalisant sur les images de violence commis par la stratégie des Black Blocs, dans un pays, le nôtre, où les chaînes d'information en continu sont particulièrement nombreuses, donc on montre ça à longueur de journée, pendant ce temps-là, on ne parle pas des revendications, mais ça c'est encore autre chose, les forces de l'ordre. Et là encore, alors sans empiéter sur ce qui va être dit, très très clairement, on a à partir, alors les causes sont antérieures à 2016, mais 2016, c'est l'expérimentation en quelque sorte, grandeur nature, de ce qu'on va voir dans le traitement des Gilets jaunes et encore aujourd'hui, c'est-à-dire un maintien de l'ordre beaucoup plus brutal, qui fait la spécificité de la France par rapport à ses homologues européens, sous le coup de deux tendances, militarisation, judiciarisation, et qui renforce donc, pour répondre à ta dernière question, qui renforce donc la dépendance de la police à l'égard de l'exécutif, le préfet de police, etc., etc. Donc on a un problème effectivement de séparation des pouvoirs et une tentation autoritaire, ça va sans dire. Donc une brutalisation. C'était qui le ministre de l'Intérieur en 2016 ?
En 2016, c'était Valls. Cazeneuve. C'était Bernard Cazeneuve. Non, mais il m'avait dit qu'il trouvait amusant de faire des quiz, de déstabiliser. Allez. Oui, oui, effectivement, puisque 2017, ce que vous appelez le permis de tuer, hein, c'est en réaction, effectivement. Bon, c'est bon, t'es content? Eh ben, c'est bien. Eh ben, écoute, si t'es content, je suis contente aussi. Alors, qu'est-ce que je disais sur ce? Ah oui, et j'en terminerai là. Voilà. L'autre grande différence. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, il se passe que avec un maintien de l'ordre qui est brutal, ça favorise l'escalade. Ça favorise l'escalade en vertu de deux phénomènes. D'une part, parce que on l'a vu à partir de 2016, la répression a un effet de rapprochement entre les militants autonomes et certains syndicalistes. Hein, sous le coup de la répression, hein, ils se rapprochent. Deuxième élément, hein, eh bien, ça favorise la montée du cortège de tête et surtout des processus de solidarisation de manifestants qui n'étaient pas venus en découdre avec la police, avec des militants qui étaient venus en découdre avec la police. Pourquoi ça favorise? En vertu de ce que la nouvelle psychologie des foules a montré, hein, c'est que dès lors qu'un groupe, les manifestants en l'occurrence, hein, perçoit un groupe extérieur, en l'occurrence la police, comme menaçant, ça produit une solidarisation, hein, qui autorise le recours à la violence, etc. Et j'en terminerai sur une chose, hein, c'est que cette brutalisation du maintien de l'ordre, hein, et cet usage émeutier de la manifestation ont fait que la peur conduit un certain nombre de personnes, et notamment des familles, etc., à ne plus venir en manifestation. Et ça me fait penser à ce documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, hein, comme l'usage en quelque sorte de la peur, hein, à des fins politiques, et qui fait écho au débat d'hier, la gauche doit-elle s'assagir? Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle, c'était très intéressant. Je passe tout de suite la parole à Hugo, qu'on peut donc interrompre pour lui poser des petites questions si on le souhaite par moment. Je garde le filaire, je vous laisse le sans fil. On m'interrompt. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un peu plus rapide, de sorte à ce qu'on puisse développer ensemble par la suite. Donc, est-ce qu'il y a la question qui m'était plus directement adressée, est-ce qu'il y a une spécificité française à ce maintien de l'ordre, ou est-ce que finalement, c'est le mouvement du monde, c'est comme ça, il y a une pratique plus émeutière des manifestations, donc la police doit davantage se militariser. C'est ce que j'ai dit. Hein. Je sais. Okay, j'ai bien entendu. Et j'aime bien prendre les contre-pieds. Non, mais la réponse est non, tout simplement. La réponse est non, et je vais expliquer pourquoi. Déjà, par l'exemple, ça a été dit dans l'introduction, s'il y avait un mouvement général, on participerait nous-mêmes de ce mouvement général. Je pense notamment au groupe Godiac, que la France a boudé, parce que oui, elle a un maintien de l'ordre qui est devenu aujourd'hui spécifique. A contrario de l'idée dont on se fait de la France et du maintien de l'ordre à la française, notamment post-68, la France a pu briller à l'international en disant « Écoutez, regardez, c'est exemplaire ce qu'ils font avec une technique de maintien de l'ordre qui est la mise à distance. » Puisqu'il y avait eu quand même un petit trauma en mai 68, faut bien le dire. Si vous regardez les images de l'époque, ce n'est pas quand même exactement le même type de manifestation qu'aujourd'hui. Et le préfet Grémaud de l'époque avait d'ailleurs expliqué un policier qui frappait un homme au sol et déjà immobilisé se déshonorait lui-même d'abord, mais toute l'institution. Donc quelque chose d'assez ferme, parce qu'il voyait très bien que cela conduisait à quoi? L'escalade. Et j'imagine qu'en mai 68, l'escalade, la police ne pouvait pas vraiment y faire face en réalité, et qu'il fallait d'autres moyens de négociation, d'aboutissement du conflit auquel était confronté le pouvoir à l'époque.
Bon, donc on est dans cette culture, normalement, de mise à distance et de maintien de l'ordre à distance avec des formations spécifiques, les CRS, alors qui sont d'ailleurs, faut aller un peu plus loin dans les années 80 pour que ça se cristallise et que ça devienne une formation spécifique dans les métiers de police en tant que telle. Et la formation de ces compagnies républicaines de sécurité, c'est d'abord une formation à apprendre à encaisser. On apprend, on se fait. Alors ils font des formations où il y en a qui jouent les manifestants, d'autres font les CRS, les élèves CRS. Les uns balancent des pavés sur les autres et les autres doivent pas broncher. Voilà, c'est ça le job. Et pareil, idem des gendarmes mobiles qui sont le pendant gendarmesque. Et d'ailleurs, c'est d'abord les gendarmes qui ont été les plus forts entre guillemets en termes de formation avec leur centre de formation à Saint-Astier qui continue de fonctionner aujourd'hui, où on leur apprend théoriquement ça. Et puis surtout un maintien de l'ordre où on empêche l'initiative individuelle. C'est extrêmement important que ce soit un maintien de l'ordre sur ordre avec des mouvements qui soient uniquement collectifs. Pas d'initiative individuelle du policier parce que c'est au pouvoir politique en quelque sorte, puisque c'est une matière très politique en fait, le maintien de l'ordre en tant que tel, de savoir quelle est la réponse à apporter, le niveau de répression à apporter à telle ou telle situation de contestation. Et à partir de là, la France a pu rayonner, mais finalement, elle s'est caractérisée par une mutation, une modification de son maintien de l'ordre, qui s'est rapproché de plus en plus d'un maintien de l'ordre au contact, qui vise du coup non plus à maintenir l'ordre au sens on va permettre la manifestation dans un cadre pacifique, mais à mater la mobilisation, à empêcher la mobilisation, à contester en réalité la contestation. Avec l'outil qui est la police. Alors je ne suis pas en train d'idéaliser non plus la situation de 1980 et d'avant 1980 par rapport à celle d'aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire et je pense que les chercheurs de l'époque en disaient déjà beaucoup. Il y a eu un mort quand même en 86. Il y a eu un mort en 86 par exemple, effectivement, et avec les voltigeurs. Donc je ne suis pas du tout en train d'idéaliser cette situation. Mais enfin, quand il y a un mort en 86, le ministre démissionne, on se pose des questions et on essaye de redresser le tir. En 2023, ce n'est pas exactement la même situation. Et je reprends le quinquennat de François Hollande avec Bernard Cazeneuve. Déjà, j'ai peut-être une fixation, vous m'excuserez, mais il y a eu un mort aussi à Sivins, il ne faut pas l'oublier, Rémi Fraisse, évidemment, avec comme conséquence politique rien du tout. Voilà. Donc, ce sont des étapes successives, mais je pense qu'on peut aussi l'analyser en regard de la Ve République et de son caractère de plus en plus autoritaire, le caractère autoritaire qu'elle permet institutionnellement de par les pratiques politiques, puisque aucun ministre n'est obligé de démissionner en soi. Il peut rester jusqu'au bout, regarder... je sais pas, au hasard, Marlène Schiappa, par exemple. Voilà. Il faut attendre le prochain remaniement pour qu'éventuellement on la remercie. Et aujourd'hui, on a une spécificité française. J'accélère pour être dans le temps présent. D'une part, parce qu'on ne participe pas aux programmes internationaux. D'autre part, parce qu'on vient faire des formations à l'international dans quelques pays qui, eux aussi, s'illustrent par un niveau de répression particulier. Je pense au Chili d'avant Boric, mais au Chili qu'on est allé armé, équipé, formé au tir de LBD. Et là-bas, c'était plus de 400 ou 500 personnes qui ont perdu un œil. Donc, c'était un usage massif, finalement, de cette technique française, nouvelle technique française, nouvelle mode. Et puis, cet usage disproportionné d'un certain nombre d'armes, parce que on parle du LBD, mais l'arsenal est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas forcément le meilleur spécialiste, puisque Antoine Léaumont, tout à ma droite, y a goûté d'un peu plus près que moi. Je pense notamment grenade lacrymogène, à ne pas confondre avec juste le lacrymogène tout court en bombe, puisque la grenade explose. Alors même si maintenant on n'a plus les grenades assourdissantes telles qu'avant, c'est les GM2L, elles sont un peu moins violentes, mais toujours aussi violentes. Celle-là, Antoine l'a vue de près, là, genre sur son épaule. Et grenade de désencerclement qui c'est dans la jambe qu'il l'a prise, qui est là pour aussi remplacer la grenade dite offensive, mais qui en fait est exactement la même chose et aussi au moins aussi mutilante. Il n'y a juste pas exactement l'effet de souffle, il y a juste les petits galets très durs qui font juste mal. Voilà. Comme ça au moins c'est peut-être un peu moins impressionnant à l'oreille, mais ça fait vraiment assez mal. Donc on a cet arsenal là qui est évidemment utilisé. Si vous le mettez entre les mains des policiers ou des gendarmes, ils l'utilisent. C'est pourquoi, à la fin, la seule conclusion qui s'impose pour éviter d'avoir des personnes mutilées, c'est de ne pas faire usage de ces armes. Et là, on voit à nouveau la spécificité française, c'est-à-dire que tous nos voisins européens n'utilisent pas du tout cet arsenal.
On a vraiment, je ne sais pas si vous avez vu, c'est dommage qu'on n'ait pas un vidéoprojecteur pour mettre le tableau de l'ACAT, l'association catholique contre la torture, qui a fait un tableau comparatif sur quels sont les arsenals disponibles pour les policiers et policiers en manifestation en Europe. Et donc vous avez une hyper longue liste en France et vous avez 2-3 éléments de nos pays voisins. Certains ne font que du lacrymo et de la matraque, d'autres mettent un peu de canon à eau. Bon voilà, le LBD, je crois qu'on est à peu près les seuls, si je me souviens bien dans le tableau. Il y a l'Espagne, quelques pays d'Espagne. Ouais, il y a bon. Voilà. Mais clairement, on a cette spécificité là extrêmement particulière. Et donc, pour prendre le contre-pied de la question que je semblais poser en début d'intervention, on voit bien que la militarisation de la police est d'abord le fruit d'une volonté politique de faire une démonstration politique et de l'effet qu'elle produit. En réalité, puisque quand vous ne voulez plus négocier par les moyens démocratiques classiques avec les corps intermédiaires, si vous voulez mater une mobilisation, il vous reste la force, et si vous voulez l'empêcher, même dissuader la mobilisation, vous avez avec ça la peur. Et donc vous arrivez au schéma final qui est la Bravem, qui est l'archétype, la pointe avancée, qui représente tout ça. C'est pourquoi on a focalisé sur elle, non pas qu'on se contente du reste, on critique aussi le reste, mais au moins ça permet à tout le monde de bien comprendre ce que ça implique. Et le circuit médiatique, ça a été démontré, effectivement, et le système en fait en réalité, parce que a parfaitement compris la méthode de décrédibilisation d'à peu près n'importe quelle mobilisation. C'est d'abord vous faites semblant d'entendre le fond de la question, ensuite vous montrez qu'ils sont quand même un peu bizarres ces gens-là, vous envoyez un gros dispositif policier qui va provoquer de l'escalade, ça dégénère, vous avez des belles images entre guillemets, pour montrer que ça dégénère, et vous décrédibilisez le mouvement et vous parlez de la violence, et à la fin vous dissuadez, y compris les organisateurs, et c'est même un peu sous forme de bravade que font les gouvernements successifs en disant est-ce que vous allez oser augmenter d'un cran le niveau de violence, faisant en sorte que vous perdiez en légitimité dans la population vis-à-vis de vos revendications, ce à quoi les Gilets jaunes ont répondu assez vigoureusement dans la première séquence au tout début, de manière assez spontanée, puisque ils étaient eux-mêmes pris dans cet étau immédiatement, et le pouvoir politique, je vous le rappelle, a lâché. Bon, c'est pas vrai à la fin quand vous faites bien les comptes, je suis d'accord, mais théoriquement 10 milliards d'euros au moment les plus chauds de la mobilisation des Gilets jaunes, finalement lançant le message de si vous voulez avoir 10 milliards d'euros, il faut tout cramer. Voilà, c'est ça que dit le gouvernement implicitement, et sinon rentrez chez vous, taisez-vous, laissez-nous faire notre politique. Et on a vu comment ça s'est passé aussi sur la question des révoltes dans les quartiers populaires suite à l'assassinat, au meurtre du jeune Naël, et comment la même mécanique se met à l'œuvre. Comment elle se met à l'œuvre aussi sur les bassines, sur la manifestation des bassines, comment elle se met à l'œuvre aussi là sur la caravane de l'eau, où d'un peu de gazon enlevé dans un golf, on vous en fait quelque chose d'une radicalité extravagante qui pourrait mettre en péril même jusqu'à la démocratie, évidemment, comme chacun sait, légitimement de fait l'action de la police. Après, tout ça a un coût politique, évidemment, et c'est ça aussi la spécificité du maintien de l'ordre à la française, c'est que ça vient donner un rapport de force extrêmement important à la police en tant que telle, à l'institution policière. Et là, la démonstration est aussi faite par les faits de juillet dernier, la prise de position du directeur général de la police nationale et du ministre de l'Intérieur Darmanin, qui lui surfe sur deux tableaux. À la fois, je vous le dis très concrètement, ils n'ont pas d'autre choix, vu la situation dans laquelle ils se trouvent, que de satisfaire les revendications policières et de dire ça pour tenir leurs troupes. Ils alimentent leurs propres difficultés, en réalité. Parce que s'il n'y a pas cette sortie du DGP de Darmanin, le fameux 592 des policiers où ils disent qu'ils refusent de travailler, ils refusent vraiment de travailler, comment ils font ? Ils ne peuvent pas les virer, ils ne veulent pas, ce coup politique-là, ils ne peuvent pas l'assumer, ils sont objectivement de droite, leur électorat ne comprendrait pas, donc ils sont obligés de satisfaire leurs revendications. Alors, bon, à la fin, ils finissent quand même par dire que les arrêts maladie, les faux arrêts maladie, c'est pas terrible.
se vautrant dans une autre difficulté qui est de dire de comment on fait pour contester un arrêt maladie qui a été dressé par un médecin normalement qui n'est pas contestable, mais bon ça je laisse se débrouiller avec leurs problèmes. Et donc on voit bien comment on a glissé dans cette spécificité du maintien de l'ordre à la française, et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'à l'inverse, si c'est une spécificité, ça veut dire qu'on peut faire différemment, vu que les autres font différemment et qu'ils s'en sortent, c'est au moins pas pire, si ce n'est mieux. Et je pense parce qu'il ne s'agit pas non plus d'idéaliser ce que font les voisins, notamment les voisins allemands ou ailleurs, parce que quand vous regardez un tonfa, ça fait mal aussi, quoi. Et là, encore une fois, je suis désolé, je prends pour exemple mon camarade Antoine Léaumont, qui a goûté aussi d'un peu près. Et je lui ai dit surtout, parce qu'il a mis ses mains sur sa tête pour se protéger, mais quelle andouille! Ne faites jamais ça! Ne mettez pas les mains sur la tête, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous faire casser les doigts, en fait. On se met le coude, ok? Voilà, ça c'est pour les techniques, pour vos prochaines sorties en manifestation, le coude. Et sinon, on n'oublie pas d'attacher son casque, on n'oublie pas d'attacher la lanière de son casque, parce que sinon, au premier mouvement de foule, paf, le truc vole en l'air. Bon. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, on vous montrera les images sur Twitter à la fin, ont été immortalisés, évidemment. Je vous dis ça pour que vous puissiez un peu garder le sourire et la pêche et un peu d'espérance en la matière. Mais on saurait faire différemment. C'est ce que d'ailleurs on a précisé à la fois dans une contribution qu'on a fait en annexe d'une commission d'enquête qui a eu lieu demandée par les socialistes dans la mandature précédente, en l'occurrence, suite aux Gilets jaunes justement et à différentes mobilisations sociales. Sur la question des brutalités policières et des violences policières. On a fait une contribution en annexe sur quel autre dispositif de maintien de l'ordre on pourrait mettre en place. Et d'ailleurs, je vais tout de suite me corriger. On ne souhaite pas vraiment parler de maintien de l'ordre parce que ça suppose qu'il y aurait un ordre à maintenir. Donc là, ça renvoie à d'autres questions politiques, évidemment, juste politiques, et qu'on propose qu'il y ait des policiers qui soient formés à garantir la liberté d'expression et la liberté de manifestation qui sont constitutionnelles. Voilà, point. Juste permettre à ce que les gens qui ne soient pas d'accord avec n'importe qui, y compris le pouvoir en place, puissent le faire tant qu'ils ne franchissent pas les bornes de la loi. Voilà, et je m'arrête là. Vous m'avez même pas coupé la parole. Je m'apprêtais à te couper la parole pour te dire de conclure, mais tu as conclu toi-même. Antoine, je te passe la parole pour un tout petit 15 minutes, sinon on n'aura pas de temps d'échange. Voilà. Bon, merci à tous les trois, parce que je crois que ce débat est assez passionnant. La conférence s'appelle « Violence contestataire, violence d'État ». Et on a pensé qu'il pourrait être intéressant de parler de violence d'État au sens large, c'est-à-dire pas seulement la question des violences policières qui peuvent s'exercer de manière physique contre les personnes, mais aussi de parler des violences d'État qui s'exercent contre les droits. Pourquoi ? Parce que c'est en réalité ce que recouvre la notion de sûreté, qui est plus large que la notion de sécurité. La sécurité, c'est votre personne. La sûreté, ça inclut justement la question du maintien des droits. Ça ne va pas vous étonner pour parler de ces sujets. On va entrer dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vais faire un lien entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, donc qui fait partie de nos droits actuels, et l'aboutissement en quelque sorte de cela, qui a été la Constitution de 1793, celle de la Première République. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ça fait partie de nos droits actuels, hein. La résistance à l'oppression y compris. Pour préciser ça, parce que ça n'est pas précisé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je vous prends ce qu'en dit la Constitution de 1793. Article 8, la sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, ce que je vous disais, c'est la notion de sécurité, de ses droits et de ses propriétés. Et puis vous avez l'article 9 juste en dessous, je vous le dis juste pour que vous en souveniez, la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. C'est-à-dire que le gouvernement est perçu comme potentiellement l'un des acteurs les plus directs de l'oppression, en tout cas pour ce qui concerne cette Constitution de 1793. Alors, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, je ne vous ai pas dit, je le fais en deux parties. Je vous fais d'abord le point théorique, et puis après on regarde ce qu'ils font, les macronistes concrètement. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
de 1789, donc celle qui fait partie de nos droits, nous avons une série d'articles qui concernent l'action policière. Et en réalité, tout est déjà prévu, puisque l'article 7 nous parle des refus d'obtempérer. Mais il nous parle des refus d'obtempérer avec deux manières d'aborder les choses. Voici ce que dit cet article. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. C'est le cas du refus d'obtempérer. Mais il n'est pas dit que, ni dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni dans le Code pénal, qu'un refus d'obtempérer équivaut à la peine de mort. Ce n'est pas ça qui est écrit dans nos droits. Et justement, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Ça fait partie de nos droits, ça. D'accord ? Actuel. Donc Naël n'a pas à être tué lors d'un refus d'obtempérer et personne n'a à être tué, quelle que soit la situation qui arrive dans notre pays, pour une raison très simple, c'est que la peine de mort n'existe plus en France depuis 1981. Il y a dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen quelque chose qui nous définit le rôle de la police, figurez-vous. Alors à quoi sert la police ? Article 12, le fameux article 12 que nous avons cité à lors de certaines manifestations, nous avions dit aux policiers, voici ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui pour la petite information est dans tous les commissariats de police, hein, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc normalement, ils sont censés la connaître, et ça fait partie des choses qu'ils doivent apprendre, normalement. De même que le code de déontologie qui dit qu'on doit s'adresser avec respect, de manière à assurer en retour respect pour l'uniforme. Voici ce que dit le code de déontologie. Mais l'article 12 nous dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique et que cette force est instituée pour l'avantage de tous, non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Je répète, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Pas faire passer en force une réforme des retraites. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est une négation des droits de l'homme et du citoyen puisque nous avions acquis des droits contre lesquels on est en train de revenir. Et ça n'est pas normal. Et je conclurai par deux petits articles qui me font bien rigoler quand même, qui ne sont pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui sont dans la Constitution de 93, pour que vous ayez ça en tête sur ce à quoi avaient pensé les Républicains quand ils ont fait la Constitution de la Première République. L'article 7, je ne vous le lis pas en entier parce qu'il est un peu long, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, ça veut dire le droit à manifester, blablabla, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Au regard de la Constitution de la Première République, interdire une manifestation, c'est du despotisme. Donc alors quoi ? Nous ne serions pas, nous, dans l'arc républicain, alors que nous proposons simplement de manifester, c'est-à-dire d'exprimer pacifiquement des revendications politiques. Et ceux qui l'interdisent sont précisément ceux qui, nous demandant d'appeler au calme mais ne réglant aucun des problèmes politiques qui sont posés, sont en réalité ceux qui ont un comportement despotique au regard de la Constitution de la Première République, celle qui va avec le drapeau tricolore et la Marseillaise. Donc qui n'est pas du côté de la République ? C'est nous ou c'est eux ? C'est eux qui ne sont pas du côté de la République. C'est nous qui sommes du côté de la République. Je vous en dis un dernier, pour que vous l'ayez en tête également. Et celui-là, il est vraiment chaud. Tout acte exercé contre un homme, ça c'est l'article 11, 93. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. Vous voyez qu'ils avaient à l'époque une notion du risque d'oppression qui était extrêmement fort et qui se concrétise à la fin des fins dans l'article 35 que vous connaissez peut-être désormais un peu mieux, qui est celui qui garantit le droit à l'insurrection, qui dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ça, c'est le cadre. À la fois, je vous ai donné un cadre qui vaut encore actuellement et un cadre théorique qui a existé pour ce que voulaient les Républicains. Alors que se passe-t-il sous Macron ? Ah oui, j'ai oublié l'article 66 de la Constitution qui dit, la Constitution actuelle, hein, celle de 1958, « Nul ne peut être arbitrairement détenu ». Ok ? Alors sous Macron, on a parlé longuement des violences policières, donc je ne vais pas y revenir, mais vous voyez à quel point, suivant l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on en est éloigné, puisque c'est des actes qui sont exercés par la force et hors des cadres que la loi détermine.
Mais on a eu, pendant la réforme des retraites, tout un tas de gardes à vue arbitraires, puisque les jeunes gens qui allaient manifester dans les rues, et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne commettaient aucun acte délictuel, puisque l'acte délictuel éventuel, c'est d'aller brûler une poubelle, ce que certains ont fait, il est vrai, mais manifester n'est pas, même si ça n'est pas une manifestation prévue, etc., déposée en préfecture, naninana, ça n'est pas interdit de manifester encore dans une démocratie normalement. Eh bien, eux, ils ont dit que si, que c'était interdit. Et ils ont donc mis en garde à vue des jeunes. Pourquoi ? Pour leur faire peur, pour qu'ils n'aient pas envie de retourner manifester, pour faire en sorte que, eh bien, ils se disent, ah bah quand même, si je risque de partir en garde à vue pour une manifestation, ça devient un peu chaud. Et nous avons fait, nous, travail avec les députés, d'aller voir ces jeunes gens en garde à vue, puisque nous estimions que cela faisait partie aussi de notre rôle. On a parlé de la répression des manifestations, je n'y reviens pas. On a parlé des Bravem, et je vous dis juste un truc, mais souvenez-vous quand même qu'ils ont enterré la pétition sur la Bravem. Qu'est-ce que disait la Constitution de 93 sur les pétitions ? C'est quand même assez gratiné aussi. Ça disait, article 32, mais je ne vais pas réussir à trouver la page, je suis désolé, je me dépêche. Article 32, ça disait... Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. Bah là, ça a été limité. On nous a empêchés d'aller jusqu'au bout de l'examen de cette pétition sur la Bravem. On a eu aussi des punitions judiciaires extrêmement fortes, notamment pendant le mouvement qu'il y a eu après la mort de Naël. Vous avez vu ces jeunes gens qui se sont fait condamner à 10 mois de prison ferme pour avoir volé une canette de Red Bull. Quand certains courent toujours les plateaux télé... alors que, ma foi, parfois ils ont été condamnés pour certains actes qui sont bien plus graves que voler une canette de Red Bull. Et l'article 8 de la Constitution de 93 disait que... Non, pardon, l'article... Bon, c'est pas grave, je vous passe sur l'article. Mais ça disait en gros que les peines doivent être justes et proportionnées et utiles à la société. Est-ce qu'on trouve que c'est utile à la société de mettre pendant 10 mois en cabane un jeune garçon ou une jeune fille parce qu'elle a voté une canette de Red Bull? Moi, je trouve pas ça utile à la société. Je trouve ça inutile à la société. Je trouve que c'est du temps perdu pour ce jeune garçon ou cette jeune femme et qu'on aurait pu faire autrement. Pour ce qui concerne, et je vais accélérer, oula, ça passe très vite. Pour ce qui concerne l'atteinte au droit, vous avez eu une atteinte au droit fondamental, qui est celle du Parlement à voter le budget. Les 49.3 sur le budget, enfin je veux dire, la révolution commence comme ça. La révolution commence parce que les États généraux sont convoqués pour mettre en place de nouveaux impôts parce qu'il y a de la dette, et que donc à partir de là, on commence par faire ce qui est le début, le commencement généralement des démocraties, un Parlement qui vote le budget de l'État. Et bien là, on ne nous a pas permis de voter le budget de l'État et on ne va pas, encore une fois, nous permettre de voter le budget de l'État puisqu'ils ont d'ores et déjà dit qu'ils allaient faire des 49.3. La démocratie parlementaire n'existe plus sur l'élément essentiel de la démocratie parlementaire, mais ce n'est pas grave, après tout, puisque c'est permis par la Constitution, vu qu'il y a l'article 49.3, c'est républicain, n'est-ce pas? Eh bien non, ça n'est pas républicain. Et il est possible de dire aussi qu'au regard des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des principes républicains posés à la Révolution française, certains articles de la Constitution de 1958 ne sont pas républicains, quoi qu'ils soient dans une Constitution qui porte le nom de République. Mais on a le droit de dire ça. Ça n'est pas un problème et c'est la raison pour laquelle, précisément, nous voulons refonder cette Constitution par une 6e République puisqu'elle ne permet pas le maintien des droits. J'accélère. Je suis désolé, je fais très très vite. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais j'essaye de faire très très vite. La dissolution des soulèvements de la terre. C'est aussi une atteinte fondamentale contre la liberté de s'assembler. C'est un énorme problème. Heureusement que le Conseil d'État a pris la décision de suspendre. Et alors moi, pour le coup, comme j'étais le seul qui était en région parisienne cet été, je suis allé au Conseil d'État pour soutenir les soulèvements de la terre dans ce moment judiciaire. Franchement, c'était ridicule. C'était ridicule. Enfin, je vous raconte quand même l'histoire. Mais dans le mémoire qu'a remis le gouvernement pour défendre sa position sur oui, il faut absolument dissoudre les soulèvements de la terre, ils ont mis un tweet des soulèvements de la terre qui revendiquait le fait d'avoir dégradé une chambre d'agriculture. Le truc était une blague, c'est-à-dire que c'était un glissement de terrain dû à l'argile qui sèche, qui avait abîmé un mur dans une chambre d'agriculture, et les soulèvements de la terre ont fait un tweet pour rigoler en disant oui, on revendique la dégradation, puisque c'était la terre elle-même qui avait abîmé la chambre d'agriculture. Et le gouvernement a mis ça dans le mémoire en disant vous voyez, elle revendique des actions. Vous vous rendez compte du niveau de ridicule? Mais par ailleurs, c'est inquiétant sur l'état de l'État. C'est inquiétant sur l'état des gens qui ont écrit ça. Qui écrit ça, bon sang de bois? Franchement, je veux dire, moi je me suis bien amusé, et il était logique que le Conseil d'État prenne la décision qu'il a prise, parce qu'on avait d'un côté quelque chose qui était solide, et de l'autre quelque chose qui était,
J'allais dire liquide, mais c'est même pas liquide, c'est vaporeux, là. C'était n'importe quoi. J'en finis sur 2 points. D'abord, je veux parler rapidement de la question spécifique qu'il y a dans les quartiers populaires et les outre-mer. Et ensuite, j'en terminerai par ce que disait Robespierre sur quand on met des armes dans une partie de la population. Là, ce qui se passe dans les quartiers populaires et le rôle de la police dans les quartiers populaires doit être jugé de manière extrêmement sévère par ceux qui sont réellement des républicains. Parce que c'est quelque chose qui détruit la République. J'ai vu un policier qui me disait que heureusement qu'il y avait la police dans les quartiers populaires pour tenir la République à bout de bras. Et dans certains cas, il est vrai que la police a une utilité pour aller combattre les trafics d'armes, de drogue, qui gangrènent les quartiers populaires. Et c'est vrai, c'est mal fait. Ils le font très très mal. Parce qu'on ne met pas les moyens, comme on le dit nous, sur la police judiciaire et qu'on met des bacs qui viennent démanteler des points de deal. Ce qui est à peu près inutile puisqu'ils se reconstituent un peu plus loin. C'est mal fait, mais c'est vrai. Dans ce cas-là, la police est extrêmement utile pour aller lutter contre ces trafics qui ont encore fait 2 morts à Nîmes, ce qui est un drame absolu. Mais quand la police vient dans les quartiers populaires pour tenir des propos racistes auprès des jeunes gens, et je vous assure que les propos racistes qui sont tenus et qui me sont rapportés me fendent le cœur. Parce que quand un gamin de 12 ans me dit qu'il s'est déjà fait traiter de kebab par un policier, moi ça me fait honte pour la police de mon pays. D'accord ? Donc, ça n'est pas la police républicaine, et c'est quelque chose qui détruit de l'intérieur la République, parce que les jeunes gens, ils ont ce rapport-là à la police, justement, et à l'institution policière, et au drapeau tricolore qu'ils ont sur l'épaule. Et c'est d'ailleurs ce que décrit très bien Sébastien Rocher dans son livre sur la nation, en disant que le rapport qu'on a vis-à-vis des individus qui constituent l'État est aussi le rapport qu'on va avoir ensuite à l'État et aux institutions républicaines. Donc ça, ce n'est pas normal. De même que les contrôles d'identité réguliers, qui viennent finalement dire quoi ? Qui viennent finalement dire que quand on demande la carte d'identité à un jeune homme ou à une jeune femme 10 fois, 20 fois, etc., qu'est-ce qu'on leur dit ? Il y a quelqu'un qui vient avec un drapeau tricolore qui leur dit « vous n'êtes pas français ». C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça dit à la fin. Et donc les jeunes gens, oui, vous n'avez pas l'air français. Et c'est ça qu'à la fin, les jeunes gens finissent par se dire. Ils se disent « bon, bah, puisqu'on ne veut pas de moi, est-ce que moi j'ai vraiment envie de vous ?» Et nous, il faut qu'on envoie le message inverse sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement rigoureux vis-à-vis de ce que fait la police. Et que dénoncer ce genre à la fois d'action et de comportement, ça fait partie justement d'un travail rigoureux sur ce qu'on voudrait comme police. Ça ne veut pas dire qu'on déteste la police, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la police, ça ne veut pas dire qu'on va crier à cap dans les manifestations, ça veut juste dire qu'on veut une police républicaine, c'est tout. On ne demande pas grand-chose, on demande juste à respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est juste des mecs sympas, nous, on ne demande pas grand-chose de plus que ça, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. J'en finis juste sur un petit point, parce qu'on a déjà parlé des policiers factieux, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais l'idée, le rapport qu'on a à la police, c'est quelque chose qui est constitutif de l'État. Vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas Norbert Elias, c'est Weber. Weber qui dit que l'État se constitue autour du monopole de la violence physique légitime. Légitime ? Elle ne peut pas être illégitime, sinon c'est aussi quelque chose qui vient petit à petit détruire l'État. Et Robespierre avait, dans le discours qu'il fait sur les gardes nationales, qui est le discours dans lequel il invente la devise liberté, égalité, fraternité, qui est au fronton de toutes nos mairies. Tant pis pour les anti-robespierristes, ils se le farcissent à toutes les sauces, tous les jours, chaque fois qu'ils passent devant un bâtiment public. Mais Robespierre, dans ce discours sur les gardes nationales, parle du fait que quand on met des armes dans une partie de la population, et que cette partie de la population est au service d'un exécutif, alors le risque d'oppression est évident. Et on le voit aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les policiers, certains policiers se permettent de donner des ordres à l'exécutif. Alors ça devient carrément l'inverse. C'est qu'eux, ils se sentent tellement forts qu'ils se sentent capables d'exercer d'une certaine manière un pouvoir exécutif dont ils auraient, eux, la décision et la légitimité pour le faire, ce qui n'est pas le cas. Hein. Et d'exécuter des gens, c'est vrai ce que dit Hugo. Mais Robespierre dit, la conclusion de Robespierre, c'est donc il faut un peuple en armes. Bah, ça ne peut pas être notre conclusion non plus, parce que si on fout des armes partout, alors on est sûr que ça vire à la catastrophe. Du coup, on a la seule autre logique, désarmer la police. Bah oui, si on désarme l'essentiel de la police, je ne dis pas pour des missions spécifiques, notamment sur la lutte contre le trafic d'armes, sur le trafic de drogue, quand on sait qu'en face, il y a des gens qui vont être armés. Mais est-ce que des gens qui sont en manifestation sont des gens qui sont dangereux? Non. Ce n'est pas des gens qui sont dangereux. Vous venez avec des armes à feu quand vous allez en manifestation? Non. Donc, ceux qui sont dangereux,
sont ceux qui sont armés. Et ceux qui sont armés sont ceux qui ont le pouvoir de faire appliquer des décisions contre lesquelles le peuple n'est pas d'accord. Et ça, c'est un énorme problème sur le plan de la question, tu l'as dit tout à l'heure, mais du lien à la fois entre les violences contestataires et les violences d'État. Et pour le dire autrement, si on ne veut pas qu'il y ait de manifestations qui deviennent violentes contre certains projets politiques, il faut se poser la question des projets politiques. Et pas de réforme des retraites, pas de manifestation, pas de loi El Khomri, pas de manifestation, pas de violence. Pour qu'il n'y ait pas de violence dans la société, il faut faire le programme de 1789 comme de 1793, appliquer la volonté du peuple. Point barre. Toc toc. Attendez. Donc on a 15 minutes pour échanger tous ensemble, mais on va. Ok. Je fais passer le micro. Tu fais passer. On prend plusieurs questions en même temps. Ouais. Bonjour à toutes et tous, Sylvie du 87, voilà, LFI à vie. Je suis contente de vous voir, votre intervention est magnifique, très lucide et pertinente. Ma question est, l'État vit grâce à la police, actuellement là. Est-ce qu'on peut espérer, moi je veux la 6e bien sûr, est-ce qu'on peut espérer que la police se range du côté des citoyens à un moment? Voilà. On va prendre plusieurs questions à la suite. Oui, bonjour. Alors moi, je m'interroge sur, et j'ai une question à poser à la tribune, parce qu'on entend souvent la responsabilité individuelle de la police. Il faut refonder la police de la cave au grenier. Il y a des débordements, il y a des excès dans la police qui ne respectent pas le code de déontologie, etc. Mais on entend beaucoup moins la responsabilité des donneurs d'ordre, du gouvernement, de Macron lui-même, puisque récemment, le chef de la BAC de Belfort a déclaré à l'Est républicain, le 10 août, je le cite, « La police a reçu carte blanche pour rétablir l'ordre sans faire de prisonniers, c'est ce qu'elle a fait. » Ce qui m'amène à penser qu'il est peu surprenant que dans de telles conditions, des policiers s'insurgent de voir un des leurs embastillé en quelque sorte, alors que le gouvernement, l'exécutif, leur donne l'ordre de rétablir, comme l'a dit Macron, l'ordre, par tous les moyens, sans respecter quoi que ce soit. Donc, n'est-il pas nécessaire non seulement de mettre en cause les débordements qui peuvent se faire par tel ou tel policier dans l'exercice de ses fonctions, mais d'abord et avant tout, la responsabilité de l'exécutif de Macron lui-même qui ordonne aux forces de l'ordre d'utiliser de tous les moyens de répression possibles pour maintenir l'ordre macroniste. Bonjour, Monia de Marseille. D'abord, une petite remarque, Hugo, le service minimum c'est moi qui te parle. Le service minimum de la police, je mets entre guillemets service minimum, c'est pas le 572, mais le 562, me semble-t-il. 592. T'as dit 572, pour moi c'est 562, maintenant tu dis 592. À vérifier. Sinon, j'avais aussi une remarque à faire à Madame Isabelle, me semble-t-il. Par rapport aux mots qu'on emploie, je pense qu'ils sont importants. Et si on utilise le lexique de nos opposants, on leur permet aussi de dire qu'ils sont en guerre contre les nuisibles, comme le disent certains syndicats de police. Vous avez beaucoup utilisé le mot d'émeutier, d'émeute, en parlant des révoltes des jeunes. Et moi, il me semble que c'est une colère collective qui est justement légitime et proportionnelle par rapport à tout ce qu'on a vécu dans les quartiers depuis des années. À mon avis, il faut faire attention aux mots qu'on utilise parce que je crois qu'on les utilise ensuite contre nous. Je suis enseignante et pour moi, les mots ont du sens.
Ensuite, j'ai noté quelques petites choses. Par rapport aux privations de liberté, déjà, on appelait avant les forces de l'ordre, c'était les gardiens de la paix. D'accord ? À quel moment ça a changé ? Vous voyez, les mots ont du sens. On parlait de gardiens de la paix, pour garder la paix des peuples. Et aujourd'hui, le peuple perd ses libertés parce qu'on est clairement dans un état policier. Et pour moi, les violences, la répression, pendant, par exemple, la période Covid, ça a été aussi très violent, parce qu'on a perdu des libertés fondamentales et on a vécu la répression. Et ce qu'on a vécu pendant les Gilets jaunes, ce qu'on a vécu pendant les manifestations contre les retraites, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, tout ça, on est en train de jouer sur la peur des gens pour les priver de leur liberté. Et aujourd'hui, je me demande comment on peut revenir en arrière, sachant que c'était déjà pas génial avant, hein. Mais comment arriver à avoir une police qui permet justement, comme vous disiez, de respecter les constitutions et nos droits, en fait. Et moi, j'invite tout le monde, vraiment, dans les manifestations, s'il faut faire preuve de violence, et s'il faut faire la révolution et se révolter. Moi, j'ai cramé des poubelles à Marseille. On a foutu le bordel à Marseille. Et j'invite tout le monde à se révolter. Il y a je crois que c'est Foucambert qui disait il n'y a plus de révolution, il n'y a plus que des révoltes. Parce qu'en fait, on nous a tellement fait peur, on nous a tellement réprimés qu'aujourd'hui, on ne peut plus rentrer en révolution. Et il n'y a que par la révolution, me semble-t-il. Je suis aussi un peu militante CGT, donc j'étais très contente de voir Olivier Matteux hier. Franchement, je pense que le temps de la révolution est venu. Et sans la révolution, il n'y aura pas de nouvelle constitution. Sans nouvelle constitution, il n'y aura pas de 6e République. Oui, bonjour. Deux questions. Alors une question qui est un peu de l'archéologie, déjà. De quand date le passage, la création des Robocop ? Est-ce que ça date de Cazeneuve, Valls, éventuellement de Sarkozy ? En tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est qu'ils sont apparus brutalement au moment de la loi Khomri. Et que de ce point de vue, d'ailleurs, pour Hollande, Valls et compagnie qui se préparaient à l'affrontement, les attentats de 2015 ont quand même été une divine surprise. Deuxième question. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à mettre dans ce qu'on appelle le maintien de l'ordre le feu vert qui a été donné récemment, à mon avis, par Macron, au groupe fasciste, mais réellement fasciste, c'est autre chose que le RN, et qui se constitue un peu partout avec la protection et le laisser-faire très actif. Et est-ce qu'il ne faut pas d'ailleurs commencer à réfléchir beaucoup plus sur ce que Mélenchon avançait je crois que c'était en décembre dernier, d'avoir un réseau de protection contre ces gens-là, au même titre qu'il faut réussir à se protéger contre la police. Une ou deux, mais il y a madame là. Madame, là, depuis tout à l'heure, elle demandait la... Dernière. Elle a été une des premières. Bonjour Fabienne, éducateur spécialisé. Oui, pardon. Fabienne, donc c'était pour répondre à la jeune femme et pour rebondir sur hier avec M. Mélenchon. Je suis éducateur spécialisé donc, au siècle dernier, comme vous avez dit, et je pense que, enfin, c'était la question. À l'époque, dans les années 90, quand j'ai commencé ma carrière, on travaillait en partenariat avec la police et la gendarmerie. Parce que M. Mélenchon disait hier dans son discours qu'ils veulent séparer la violence née, il me semble, de par Macron et de par les autres politiques d'avant, bien entendu. Je vais essayer de faire court, excusez-moi. De monter le peuple contre le peuple. D'accord ? Et de diviser pour diviser, et donc par le racisme, etc. etc. Voilà, ça c'est pour ça. Donc, moi, je ne suis pas pour la révolution comme la jeune fille, et pourtant, je travaille sur les quartiers difficiles, parce que je suis spécialisée dans la délinquance. On travaillait dans les années 90 sur la notion de partenariat et de prévention, de prévention. Voilà. Maintenant, on parle de répression. Donc, faudrait-il pas revenir sur cette notion de refaire un lien avec la police, avec la gendarmerie, parce qu'il y en a, je connais encore beaucoup de gendarmes, puisque je suis toujours dans la profession, mais
y en a qui demandent ça, hein. Attention, ne faut pas croire que la police exécute les ordres. Ils sont obligés parce qu'ils ont signé des contrats de travail, mais ils demandent que ça de venir vers nous. Voilà. Si, voilà. Pardon, j'étais long. Alors, je passe la parole à Isabelle, puis, dans le même ordre que les interventions. Merci Marlène, mais en fait, toutes les questions portent sur la police, donc comme j'étais pas là pour parler de la police, ça va être mes camarades masculins qui vont répondre. Non, simplement pour dire, moi aussi je fais attention aux mots. J'ai pas parlé des émeutiers en tant que personne, j'ai parlé d'usage émeutier. Bon, voilà quoi. Et puis sinon, l'émeute au départ, la manifestation n'existe pas au 19e siècle. Quand on regarde du point de vue de l'historien, on a des soulèvements populaires, des émotions populaires, comme c'est appelé avec ESMO, au 19e siècle. Et l'émeute, il y a une double origine étymologique de l'émeute, c'est mettre en mouvement, et puis c'est aussi l'émoi. Donc dans l'émeute, il y a de l'émotion, il y a du mouvement et de l'émotion. Alors maintenant, la question, c'est quel type d'émotion fait mouvoir les gens. Je ne savais plus comment le dire. Voilà. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur, etc. Voilà, et c'est tout. Moi, j'entends pas meute, mais bon. Je commence, Antoine ? Ok, je vais faire rapide. Déjà, je vais plaider coupable pour non pas 5-7-2, mais 5-9-2. J'ai vraiment dit 5-9-2. Il y a le replay de toute façon, mais pourquoi je dis 5-9 ? Parce que je suis du Nord, 59, c'est... Voilà, je me suis planté. Et effectivement, c'est 5-6-2. Mais à la limite, on s'en fiche. Il faut garder la frite. On s'en fiche un peu. Le fond, c'est vraiment la problématique du pouvoir aujourd'hui qu'exercent les policiers organisés, en tout cas les corporations policières. Je pense à Alliance, SGP Police FO, qui regroupe évidemment, comme vous le savez, quasiment plus de 90% des suffrages policiers lors des élections professionnelles, avec un taux de syndicalisation de 80%. Et ça explique sans doute le rapport de force qui leur est assez favorable. Vont-ils obéir? C'est au fond la première question qui a été posée. Si d'aventure, je l'espère, nous gagnons les prochaines élections et que nous sommes amenés à diriger le pays. Déjà, je vais vous dire, ma foi, il faudra bien. Même si je vous réponds non, ils ne vont pas obéir, est-ce que du coup on va s'empêcher de gagner la prochaine élection? Non. Donc la question est plutôt de dire comment on va faire pour se faire obéir. Et non pas vont-ils obéir. Au fond, cette question, on verra bien. Et l'objectif, là je vous renvoie à la conférence qu'on a faite jeudi, qui a aussi été filmée et qui sera diffusée dans les prochains jours évidemment, sur les méthodes de gouvernement de la police, et de se dire à la fois il y a une double chose à faire, se séparer des éléments problématiques individuellement, il le faudra. La réforme de l'IGPN, par exemple, c'est-à-dire se passer de l'IGPN et de l'IGGN dans les actes individuels et avoir un véritable contrôle externe et des sanctions qui soient prononcées dans ce cadre-là. Modifier les méthodes de recrutement et de formation, et d'abord de recrutement, puisque dans l'imaginaire de ceux qui veulent entrer dans la police, ils sont là pour faire ce qu'ils sont en train de faire dans les quartiers populaires, c'est-à-dire courir après des Noirs et des Arabes, supposés trafiquants de stupéfiants. Voilà, contrairement, je ramasse le propos, mais c'est pour ça qu'ils rentrent dans la police, ce qui fait que d'ailleurs, on constate qu'il y a une difficulté majeure pour recruter des policiers pour lutter contre la délinquance économique et financière. C'est-à-dire que ceux qui rentrent dans l'institution policière, passent les concours, ne viennent pas pour ça. Et que quand des postes sont ouverts sur le sujet, quand bien même il y aura un début de volonté politique, on ne trouve pas les candidats en interne pour occuper ces fonctions-là. Et là, je vous renvoie au rapport que j'avais effectué en 2018 et 2019 sur ces questions-là, où ça a été largement documenté. Et donc, mater les éléments problématiques, régler la question du recrutement, muscler la formation pour qu'elle soit fondée sur les principes républicains tels qu'ils ont été évoqués par Antoine Léaumont, et non pas comme moi je l'ai vécu quand je suis allé 2 mois en école de police, non pas pour être policier, mais j'étais dans les services administratifs, mais j'y ai passé 2 mois, on m'a dit Hugo, tu sais le proverbe qu'on dit ici, je le ressors tout le temps parce que franchement c'est vraiment évocateur, c'est le même que dans l'armée, m'a-t-on expliqué par la suite, c'est réfléchir, c'est commencer à désobéir. Bon. Et donc ça renvoie à la question des ordres qui sont donnés. Et je suis désolé, camarades, c'est qu'on n'a pas dû être clair pendant 1h15. On a cessé de mettre la focale sur le fait que la responsabilité du politique et de l'exécutif est pleine et entière dans la question, et du judiciaire,
est pleine, mais ça, judiciaire, on fera une autre conférence une prochaine fois, et je vous renvoie à celle des années précédentes, de pleine et entière sur ces questions-là, et que de facto, on sait qu'en prenant le pouvoir, en changeant la direction politique, les ordres politiques qui sont donnés, on est capable de changer le réel, et y compris le fonctionnement de l'institution policière. Pour le coup, comme on s'est bien documenté sur le sujet, qu'on a bien travaillé sur le sujet, bien produit politiquement, on sait à chaque strate, dans le recrutement, ce qu'il conviendrait de faire, dans la formation, ce qu'il conviendrait de faire, dans l'organisation policière, ce qu'il conviendrait de faire. L'organisation, c'est quoi? C'est le poison aussi de la politique du chiffre. Ça a été dit par certains camarades. Finalement, ils font qu'obéir. Alors, obéir parfois à des ordres directs, et donc changer les donneurs d'ordre, vous aurez un autre résultat, ou obéir à des ordres qui sont implicites. La politique du chiffre est un ordre implicite qui est donné aux policières et aux policiers. Ramenez-moi du chiffre. Qu'est-ce qui permet de ramener le plus de chiffres? De choper des gens qui auraient un peu de drogue sur eux. Ou magnifiquement intéressant aussi pour la politique du chiffre, les ESI, les étrangers en situation irrégulière. Et voilà pourquoi ils s'en vont, parce que aussi ils ont et les outrages rébellions, on passe là-dessus aussi, mais ça vient, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Et donc, vous avez par cette politique du chiffre et ce qui a attendu des policiers et des gendarmes, la raison pour laquelle ils font énormément de contrôles aux faciès, c'est qu'ils ne veulent pas revenir sur les contrôles aux faciès parce que ça gripperait la machine, ça gripperait les chiffres. Et du coup, ils seraient quand même là en train de dire, on fait plus rien, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire sinon? Les policiers vous disent ça, qu'est-ce qu'on va faire sinon? Enfin, des policiers, en tout cas les corporations, Alliance, SGP, les autres diraient, on va pouvoir faire enfin notre métier de policier. Voilà ce que les autres policiers républicains diraient en la circonstance. Sur les Robocop de Cansadad, j'en sais rien parce que... si vous voyez les images de 68, ils sont un peu moins équipés, mais ils sont déjà équipés. Ils n'ont jamais cessé de davantage s'équiper en matière de protection. Mais sur l'usage répressif qu'en effet, effectivement, il y a des points de bascule politiques qui ont été assumés en tant que tels, et Nicolas Sarkozy en est un exemple. Et il en a fait une doctrine qui en fait était déjà une pente qui était prise en réalité. Il ne faut pas voiler l'histoire, il n'a pas inventé des trucs géniaux, Nicolas Sarkozy, mais c'est une doctrine d'une police de projection et de pas une police de proximité. Et tout ça s'est traduit dans les différents compartiments de la police, y compris dans les questions d'ordre public. Et donc chacun, il vient de son petit truc en plus, hein. Donc Sarkozy, il a ramené le taser en plus et le LBD en plus, et puis les suivants vous ramèneront les canons à eau, et puis etc. Donc chacun il va de son petit outil supplémentaire en espérant que c'est l'outil qui va pouvoir régler le problème, alors qu'en fait il l'aggrave et qu'il n'y a que la responsabilité politique qui est en cause et qui doit être modifiée et changée. Et puis je terminerai en disant qu'en fait, une fois qu'on a changé cette politique du chiffre, pour ramasser complètement le propos, l'idée c'est de se dire que notre programme politique, pour un policier qui veut faire son métier dans le cadre des principes républicains, son quotidien de travail s'améliorera. C'est ça l'idée aussi. C'est que pour tous ceux qui ont foi en la République et en ses principes et des droits fondamentaux, ceux-là verront une amélioration de leurs conditions de travail. Je vous rappelle qu'il y a une problématique de suicide dans la police et que les principales victimes des armes à feu des policiers sont les policières et les policiers eux-mêmes par le suicide. Avant même tout autre cas de figure. Alors, on me disait, avec les jeunes, on avait regardé les chiffres, certains me disaient, oui, non, la police tue plus qu'il y a de policiers morts. J'ai vérifié, non, il y a bien plus de policiers qui suicident. Tout cas de figure confondu. Et si on prend par arme à feu sur les refus d'obtempérer, là, les chiffres sont davantage significatifs. Il y a plus de 60 suicides dans la police par année. Il y a eu, dans les années les plus fortes, là, un peu moins d'une quinzaine de personnes qui sont mortes des tirs des policiers dans le cadre des refus d'obtempérer. Donc il ne faut pas oublier ça, parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir se passer d'une institution policière et d'une police en tant que telle professionnalisée. Moi, je ne crois pas à la police du peuple en armes, comme pouvait le proposer à un moment Robespierre, parce que ça demande une technique, une technicité, une spécificité, et puis un contrôle particulier, enfin vraiment. Et donc je préfère des gens professionnels qu'on contrôle efficacement. Et là, ça renvoie au débat sur l'institution judiciaire. Mais là encore, je m'arrête là parce qu'on a fait une conférence aussi jeudi qui a été filmée, qui a traité de tous ces points-là. Et enfin, sur la prévention. Antoine, je te laisse la prévention. Ah oui? Bon, tu veux que je fasse la prévention aussi? Ah bon, comme ça tu le fais pas. Bon, on avait pris Quand on a fait les livrets thématiques en 2016 pour la campagne de 2017, s'est posé la question de segmenter évidemment les thèmes. Et le débat s'est posé pour nous, par exemple, est-ce qu'on traite la justice indépendamment de la police? C'est le premier débat, parce que la police est sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En théorie, vous ne pouvez pas traiter l'un sans l'autre. Ma foi, comme il faut quand même des points d'entrée et, comment je vais dire ça,
organiser votre propos dans des documents, ben, on a fait un document sur sécurité, sûreté, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on raconte sur la sécurité, voilà, et on a mis dedans des éléments de contrôle de l'autorité judiciaire. Mais on a renvoyé aussi vers le livret justice, on a renvoyé les deux, et surtout on a conçu les deux ensemble. Et puis on s'est dit, oui mais attendez, la police c'est intéressant, mais au fond, elle ne traite que les symptômes de la société et des inégalités sociales présentes. Et donc en fait, en vrai, le vrai programme de sécurité, c'est la sécurité sociale. C'est ça le vrai problème de sécurité. Quand vous êtes bien dans votre vie, bien, voilà, vous avez les moyens de vivre, de faire votre boulot, d'élever vos enfants, vous enlevez déjà une bonne partie des problématiques auxquelles les uns et les autres pourraient être confrontés. Et après, s'ils ont trop de sous, ben, après, vous avez quand même besoin d'une police pour les délinquants en col blanc. Mais on s'est dit quand même que on ne peut pas esquiver le sujet comme ça. On ne peut pas faire la gauche qui dit ben, une fois qu'on aura réglé les questions sociales, c'est bon, les questions de police seront réglées. Il faut les regarder frontalement, telles qu'elles sont aujourd'hui, en 2023, et qu'est-ce qu'on va faire après-demain, une fois qu'on sera au pouvoir. Et donc on a inséré notamment un petit chapitre sur les éducateurs spécialisés et la prévention spécialisée dans le livret sécurité-sûreté de 2017, qu'on a gardé d'ailleurs en 2022, pour dire attention, mais en fait il y a d'autres réponses qui sont mises sur la question de la prévention spécialisée, de la question sociale, dans tous les autres livrets thématiques. Donc tout ça fait sens en tant que tel. Et effectivement, il y a eu un massacre qui a été fait sur la prévention spécialisée dans ce pays depuis, je ne sais pas quand le situer, mais Sarkozy, je pense que c'est un bon point de 2000, ouais. En gros ouais, la fin du gouvernement Jospin, c'est là où en fait vous avez ce truc de dire que, et c'est le gros discours de la droite sur lequel il faut qu'on se réarme intellectuellement, pour ainsi dire, c'est eux plaident pour la vertu préventive de la répression. Okay, c'est ça leur grand truc. Si vous dites, si tu fais ça, tu auras 10 ans de prison, ça va être préventif. Or, comme on l'a toujours dit, pas grand monde ne commet une infraction, je dis pas personne, avec un code pénal à la main, sauf les délinquants financiers, parce qu'ils ont le temps de calculer, hein, évidemment. Mais les autres, c'est pas ça, quoi. On fait pas un refus d'obtempérer en disant ah bah oui, parce qu'ils l'ont changé l'échelle des peines sur le refus d'obtempérer dans le mandat précédent. Avant c'était 1 an, c'est passé à 2 ans de prison. Il y a eu moins de refus d'obtempérer? Non, ils s'en plaignent eux-mêmes, les policiers. Ça veut dire que leur machin ne fonctionne pas et que c'est la prévention qui doit être réinvestie en tant que telle. Et on ne peut pas demander aux policiers de faire la prévention au sens où on l'entend, c'est un métier à part entière, parce que les gens doivent pouvoir être dans une situation de confiance, donc des éducateurs spécialisés, etc. Mais la police doit se retrouver dans une partie de son rôle social dans la société, de préventif au sens de comprendre ce qui se passe, de regarder ce qui se passe. D'où la police de proximité, d'être insérée dans le tissu social. Et c'est ça le projet politique qu'on propose avec la France Insoumise. Voilà. Avant de répondre aux questions, je complète juste un truc sur les refus d'obtempérer, parce qu'effectivement, c'est arrivé devant nous qu'ils voulaient rajouter, augmenter les peines sur le sujet. Et nous, on leur a dit, mais vous êtes complètement débiles. Un refus d'obtempérer, c'est déjà quelqu'un qui s'en va parce qu'il a peur de ce qui va lui arriver. Donc, vous lui faites une peine encore pire, il va avoir 2 fois plus de raisons de vraiment réussir à s'échapper. Et il va vraiment, une fois qu'il a commencé, alors il va vraiment y aller, quoi. Et par ailleurs, regardez à quel point c'est stupide à la fin leur système, parce que c'est une politique de terreur en réalité. Et il faut appeler un chat au bout d'un moment. Quand on tue quelqu'un parce qu'il est censé s'en aller, c'est une politique de terreur. Ça veut dire qu'on veut faire peur à tous les autres. Mais du coup, ça produit quoi? Ça produit la même chose. Ça produit qu'il y a plein de jeunes qui peuvent se dire « Punaise, merde, je me suis fait arrêter, qu'est-ce qui va m'arriver ?» La plupart du temps, les refus d'obtempérer, c'est quoi? C'est un défaut de permis. C'était le cas pour Naël. Il a 17 ans, il n'a pas le permis. Un défaut d'assurance ou une boulette de shit dans la voiture. Est-ce que ça mérite la mort à la fin? La réponse est non. La réponse est non, bien sûr. Et nous, on leur dit, mais si vous faites peur aux jeunes, s'ils ont peur de s'arrêter, ils ne vont pas s'arrêter. C'est ça qui se produit. Et donc, il faut complètement revoir l'intégralité de la manière dont on pense les choses, parce que sinon, il va y en avoir de plus en plus, ça va être de pire en pire, et comme on a des policiers qui n'hésitent pas à tirer, même si j'espère que désormais, ils vont faire un petit peu plus attention à ce qu'ils font, eh bien, la pente est à l'aggravation, et ce que nous proposons, nous, est ce qui permet de, au contraire, améliorer les situations. Alors, j'ai adoré la question, est-ce qu'on peut espérer que la police se range du côté des citoyens? C'est compliqué. Alors ils vont parler, donc... Vous entendez quand même?
partie de la route qui amène aux amphis. Nous rappelons qu'il est interdit de se garer sur la qui amène. Sinon les gendarmes vont faire de la répression. Voilà. Et si vous refusez d'obtempérer... Ok, c'est grave. Aux propriétaires des véhicules. Je suis désolé, mais sinon vous allez ni entendre les... de la route qui mène aux amphis de bien vouloir retirer leurs véhicules. Ceci est un message de prévention. Première sommation. Ou à Valence, nous rappelons qu'il y a des navettes qui viennent sur site et qui ramènent ensuite à Bourg-les-Valence. Les navettes passent toutes les 20 minutes. Les véhicules peuvent être retirés et non, nous ne pourrons rien faire. Je rappelle. C'est ce qui s'est un peu passé interdit de se garer sur les bas-côtés. Mais ce qui a tenu le truc, c'est le trafic de stupéfiants. Ça va, on a compris, Caro. Ça suffit, il est interdit de se garer. Sur les bas-côtés de la route qui mène aux amphis. D'aller se garer à Bourg-les-Valence ou à Valence ou des navettes pas toutes les 20 minutes et vous mèneront jusqu'aux amphis et vous ramèneront jusqu'à vos véhicules. Et nous vous souhaitons une journée. Caroline, elle s'égare, je trouve. Voilà. Il est donc interdit de se garer sur les bas-côtés. Donc, est-ce qu'on peut espérer que la police se range du côté des citoyens? Vaste question. Question qui nous ramène aussi à l'histoire de notre pays. Parce que le 14 juillet 1789 au matin, que s'est-il passé? Ils ont réuni les chefs de la police, l'équivalent de la police de l'époque, et les mecs ont dit on tirera pas dans la foule. Parce que ça faisait déjà 2 jours qu'il y avait des émeutes, je mets des guillemets pour la blague, mais ils étaient en train de cramer les barrières d'octroi, et le matin, les flics ont dit c'est pas la peine, de toute façon on n'y arrivera pas, et de toute façon ils pouvaient pas y arriver, parce que pour la petite histoire, le jour de la prise de la Bastille, il y avait, on estime, 250 000 personnes qui ont participé à la prise de la Bastille sur une population à l'époque de 800 000. C'est vous dire si c'était gérable en termes de maintien de l'ordre. Hein. Donc, ce matin-là, et puis la Commune de Paris commence aussi par l'armée qui refuse, qui passe du côté des communards. Et puis, vous avez une très belle chanson qui s'appelle Gloire aux soldats du 17e, qui fait salut à vous, brave piou-piou, braves soldats du 17e, qui ont refusé de tirer sur les vignerons. Et, magnifique parole de cette chanson, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. C'est magnifique. Donc, notre histoire est remplie de moments où l'armée, ou la police, ou la force de répression qui est face à nous, je dis nous, on se met du côté des révolutionnaires à toutes les époques, hein, qui est face à nous à ce moment-là, refuse et va du côté des manifestants. Pour la petite histoire, avec le camarade Bernal ici et quelques autres, nous avons, observé les opérations de maintien de l'ordre. Et de temps en temps, il y en avait quelques-uns qui nous glissaient « Continuez !» Je vous jure que c'est vrai. C'est arrivé qu'il y ait des policiers. Je ne vais pas vous dire qui, évidemment, parce que sinon, ils perdraient leur job. Le RIO, donne le RIO. Mais non, je ne leur ai pas demandé ça. Mais il y en avait qui nous disaient « C'est bien, continuez !» Pendant la réforme des retraites, il y avait évidemment, les policiers ils vont aussi travailler 2 ans de plus, ils ne sont pas d'accord. La question qui se pose, c'est pourquoi ils ont tenu à ce moment-là, et pourquoi c'est quand il y en a un d'entre eux qui finit par aller en détention provisoire parce qu'il a tabassé Eddy, que là, il y a un mouvement où ils disent « bon, non, ça suffit », etc. Donc, ils sont capables de le faire pour une logique corporatiste de défense de l'un des leurs et pour dire que le problème de la police, c'est la justice, mais ils ne sont pas capables de le faire quand il y a le mouvement de réforme des retraites. Je ne vous dis pas que c'est bien que des policiers se mettent en arrêt maladie, je vous dis juste que de la perception populaire que ça donne l'image que quand il faut être du côté du peuple, ils n'y sont pas, et que quand il faut être du côté d'un policier qui en plus a commis un acte sacrément délictuel, ils sont capables de le faire. Ce que je veux vous dire, c'est, et là, on parlait de stratégie révolutionnaire, et il faut toujours avoir en tête des stratégies révolutionnaires, pas au sens nécessairement où l'entendait la camarade, même si je pense qu'elle parlait de la grève générale révolutionnaire, et avec ça, je suis d'accord, mais la révolution par la violence, ça n'est jamais notre mode d'action, et ça ne le sera jamais. Mais il faut qu'on pense les manières d'être victorieux. Et donc, quand on crée une division entre la police et le peuple, qu'est-ce qu'on fait? On fait le jeu de Darmanin, Macron et compagnie, parce que c'est ce que eux, ils espèrent faire. Ils espèrent que la police ne se sente jamais solidaire des luttes de la société. C'est leur objectif à eux de diviser. C'est eux qui divisent la police et le peuple. C'est eux qui font en sorte qu'à la fin, certaines personnes disent à Cab et tout le monde déteste la police. Ils le font exprès. Ils le font exprès pour que précisément il n'y ait pas de solidarité de classe entre les policiers et ceux qui sont en face d'eux ce jour-là,
qui sont généralement des gens qui en plus défendent leurs droits, ce qui est quand même un comble si vous y réfléchissez bien. Donc qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit à la fois dans nos prises de parole et de position condamner fermement les actes qui sortent du cadre républicain parce que c'est la République qui permet de nous unir comme peuple souverain. Donc à la fois faire ça, mais à la fois aussi donner la possibilité à celles et ceux qui en ont par-dessus la tête des collègues qui sont racistes et qui sont anti-républicains de pouvoir avoir un point d'accroche avec nous pour nous rejoindre sur les luttes que nous menons, y compris pour les policiers. Parce que ce que nous menons comme lutte, c'est une lutte qui permet d'unifier la police et le peuple et de dire que c'est une seule et même chose et que pour que ce soit efficace, ce doit être une seule et même chose. Et c'est d'ailleurs la logique de la garde nationale au sens où l'entendaient les révolutionnaires. C'est ça notre logique à nous. Nous ne sommes pas ceux qui n'aiment pas la police. Ceux qui n'aiment pas la police sont ceux qui sont en face de nous et qui font faire à la police des trucs absolument ridicules qui servent à rien, qui les mettent en danger et qui sont mauvais pour la cohésion nationale. J'ai fait longuement sur ça parce que je crois que pour les autres, ça avait été répondu. Je veux juste dire un truc sur la responsabilité individuelle et collective. Il y a les deux qui sont en jeu. Il y a à la fois de la responsabilité individuelle d'un flic facho qui vient traiter un jeune homme de kebab. Et encore, je vous ai dit, celui-ci, mais quand il y en a qui viennent dire « ferme ta gueule, tête de chien » ou « tu veux qu'on t'encule ou quoi », je trouve que ça ne fait pas honneur à l'uniforme de la police républicaine de notre pays, d'accord ? Bon. Donc il y a à la fois la responsabilité individuelle et il y a en même temps les ordres qui sont donnés avec la politique du chiffre, avec les contrôles d'identité, qui par ailleurs, si vous regardez l'article qui concerne les contrôles d'identité, qui si mes souvenirs sont bons, sur l'article 78.2 du Code de sécurité intérieure, ou 72.8, mais je crois que c'est 78.2. 78.2, voilà. Apprenez. Voilà, 78.2 du Code de sécurité intérieure. Le contrôle. Non, pas du Code de sécurité intérieure. Du Code de. Non, du Code de procédure pénale, pardon. Le CPI, autant pour moi. C'est très identifié les cas dans lesquels on peut faire des contrôles d'identité. C'est pas genre coucou, t'as la mauvaise tête, je fais un contrôle d'identité. C'est pas du tout ça. C'est très identifié sur des règles très spécifiques. Donc il y a à la fois les règles collectives et les règles, les comportements individuels qui sont en cause. Et c'est pourquoi il faut à la fois revoir ces règles collectives, c'est ce que nous proposons avec le programme, mais en même temps dégager tous ceux qui ont des comportements qui sont des comportements racistes. Parce que, je le répète, et alors là pour le coup on va être intraitable et ferme, un raciste n'a pas sa place dans la police et où que ce soit à l'intérieur du service public parce que en particulier dans la police, parce que quand on est censé faire appliquer la loi, le racisme ne fait pas partie des choses qui sont autorisées par la loi. Donc pour faire respecter la loi, il faut la respecter soi-même. Et je veux juste vous dire une dernière chose. Il est moins le cas. Donc vraiment dernière chose, mais ça sera pour la petite blague. Mais j'en reparlerai tout à l'heure à la fête de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Marseillaise est anti-flic. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Qu'est-ce que l'étendard sanglant de la tyrannie ? C'est le drapeau rouge de la loi martiale. Le drapeau rouge de la loi martiale qui a permis le 17 juillet 1791, après la fuite de Varennes, oui, la fuite de Varennes. C'est à Varennes qui se barre le roi ? C'est à Varennes qui se barre le roi. Non, mais j'avais un doute. Le 17 juillet 1791, donc, arrive sur la place du Champ de Mars un certain nombre de pétitionnaires qui disent ras-le-bol de la monarchie, ça commence à bien faire, ce mec est un traître, qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir un roi qui nous gouverne ? Donc, l'embryon de la République, même s'ils n'appellent pas ça comme ça à ce moment-là, l'embryon de la République vient manifester pacifiquement au Champ de Mars en proposant des pétitions sur le sujet. Et le 17 juillet 1789, ils sortent le drapeau rouge de la loi martiale. Qu'est-ce que ce drapeau rouge ? C'est le drapeau rouge qui permet qu'on tire dans la foule. D'accord ? On sort le drapeau rouge, on tire dedans. Qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ensuite le drapeau rouge a été repris pour en inverser le sens en disant puisque vous avez versé le sang du peuple, c'est par le sang du peuple qu'on va vous renverser. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire aussi qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est le sang du peuple. C'est le sang impur du peuple face au sang des nobles. C'est ça ce que ça veut dire, mais j'en parle tout à l'heure. Mais donc, quand on dit contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, ça parle aussi de l'oppression des gouvernements qui était le centre, je vous l'ai dit tout à l'heure, le centre des questionnements des révolutionnaires. Comment faire pour qu'un gouvernement ne soit pas oppressif ? Et donc, quand on chante ce chant-là, il a aussi ce sens-là de résistance vis-à-vis des oppressions, en l'occurrence aujourd'hui policières, mais à l'époque c'était ce qu'on appelait la loi martiale. Voilà ce que je voulais vous dire aussi
sur la manière dont on conçoit la police et dont on conçoit l'unité nationale. Oui, il faut qu'il y ait une unité entre le peuple et la police, parce que sinon, quand il y a une division, quand il y a une séparation, eh bien certains, parce qu'ils ne voient plus en face d'eux un être humain, c'est ça qui se passe quand on tire sur quelqu'un. On ne voit plus en face de soi un être humain. On considère qu'il peut mourir et que ce n'est pas grave. C'est ça qui se passe quand on tire. Ça n'est pas un petit acte, d'accord ? Ça veut dire qu'on est déjà en train de sortir du cadre de la République et de l'égalité, non seulement en droit, mais par la nature, comme le dira la Constitution de 1793. C'est pour ça que c'est très grave. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser passer. Et c'est pour ça que même si parfois vous avez l'impression, peut-être, je ne crois pas dans cette salle, mais certains à l'extérieur peuvent avoir l'impression que parfois on parle fort sur ces sujets-là. C'est parce que ce sont des sujets cruciaux, majeurs, pour permettre l'unité populaire et l'union populaire comme nous le proposons. J'en termine d'un mot, mais le 23 septembre, nous avons un rendez-vous pour porter ces questions-là dans la rue. Et la commission des lois est donc la meilleure des commissions. Merci beaucoup, on a un peu débordé, mais on aurait pu continuer longtemps. Merci à vous trois, bien évidemment, et puis merci à vous.